Un classique ridicule pour l'Olympique de Marseille, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui au lendemain du classique qui a eu lieu au Stade Vélodrome. On est avec Walid, on est avec Elton et on est avec Mohamed pour parler de l'Olympique de Marseille en ce lendemain de Classico à 11 contre 10 pendant une bonne partie du match. Les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont pas réussi à gagner, ni à même marquer un but et se sont inclinés face à une équipe du PSG qui a fait le travail 2-0, qui a refroidi le Vélodrome. On a tous vu les images. Walid, c'était vraiment, je ne veux pas dire incompréhensible, mais très décevant de la part de l'Olympique de Marseille qui avait ces dernières semaines montré certaines choses, qui ont entamé maintenant une série de défaites négatives avec ce classique, on le disait, potentiellement ridicule face au Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai qu'en fait, avant le match, on n'avait pas d'énormes attentes envers l'Olympique de Marseille. En tout cas, surtout avec la semaine qui a précédé, avec les blessures notamment de certains joueurs importants, ou en tout cas des joueurs qui allaient jouer diminués, et face au PSG qui est très très loin devant en Ligue 1. Mais quand on regarde et quand on se met devant le match et qu'on voit la première mi-temps plutôt intéressante de la part de l'Olympique de Marseille à 11 contre 11, on va dire que l'appétit vient en mangeant à ce moment-là, et on se dit que Marseille peut faire un gros coup, et encore plus avec le carton rouge de Beraldo derrière. Et au final, tu termines déçu avec cette deuxième mi-temps qui, tant dans l'efficacité des deux surfaces de réparation, tant dans la gestion de la supériorité numérique, a été pour moi ridicule. Le mot est bien choisi, parce que ceux qui vont regarder juste la performance brute, oui, on peut se dire finalement l'Olympique de Marseille a regardé pendant un bon bout de temps le PSG dans les yeux. Mais quand tu vois cette deuxième mi-temps, quand tu sais et quand tu vois les changements de Luis Enrique qui préparait Rennes avec la sortie de Kylian Mbappé et celle de Ousmane Dembélé très tôt dans la rencontre, quand on voit Skriniar qui n'a pas joué un match depuis 4 mois qui rentre, quand on voit le nombre d'occasions que l'Olympique de Marseille se procure et qui n'arrive pas à faire mal et à faire mouche dans les buts de Donnarumma, et surtout qu'en plus c'est une rengaine qui se répète depuis le début de saison. Contre Monaco, t'étais à 11 contre 10, contre Metz, t'étais à 11 contre 10, contre Nantes, t'étais à 11 contre 10, et à aucun moment tu as réussi à gagner ces matchs-là. Et pire, tu l'as perdu hier soir. Donc, une opportunité de plus pour l'Olympique de Marseille, surtout que c'était un match très important pour recoller à la 4e place et pour essayer de rester un petit peu à hauteur de Lille. Et là, c'est une soirée qui est cauchemardesque, et puis on va pas reparler aussi du tifo avant le match. La soirée avait commencé d'une manière assez étrange déjà. Exactement. Globalement, le sentiment, que ce soit observateur ou supporter de Marseille à la fin du match, ça reste un sentiment qui est pour moi très très mauvais. Et pourtant, Elton, Walid le disait, cette première mi-temps, elle est plus qu'encourageante, même si il y a des mauvais choix sur la partie offensive. On va dire que quand il y avait 11 joueurs contre 11 joueurs, Marseille jouait son match. Et en deuxième mi-temps, alors qu'on aurait pu croire que l'exclusion de Beraldo allait libérer les Marseillais, on a senti, je ne sais pas si je vais dire le bon mot, mais qu'ils n'arrivaient même pas à se créer une occasion franche. Ils ont eu les occasions. Non. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller dans la surface, mais c'était jamais assez bon dans le dernier geste. Pour moi, la première période, c'est plus un rapport de force qui est équilibré et qui tourne même un peu à l'avantage de l'Olympique de Marseille. Et à partir du moment où, notamment sur le pressing haut, ils vont chercher le milieu de terrain parisien. On sait que le milieu de terrain parisien a rendu énormément de ballons, et Luis Enrique l'a concédé en conférence de presse, qui a amené Ousmane Dembélé dans ce rôle inédit à remonter des ballons. Mais Ousmane Dembélé, de facto, il était éloigné et de Kylian Mbappé et de Randal Kolo Muani. Mais par contre, et ça c'est la principale difficulté, l'Olympique de Marseille n'a pas su capitaliser sur ça, n'a pas su capitaliser sur cette capacité à avoir le rapport de force en sa faveur, encore plus avec cette fameuse expulsion où là tu es en supériorité numérique. En gros, tu dois bonifier ce que tu as fait. Tu dois encore plus faire, avec notamment cette capacité à amener de bons ballons pour les attaquants, cette capacité à davantage intimider la défense parisienne. Moi, mon ressenti, mon cher Sam, c'est que sur les derniers matchs, j'ai pas non plus senti un PSG acculé, parce que c'est quand même paradoxal, à savoir que Donnarumma est l'un des meilleurs Parisiens, si ce n'est le meilleur Parisien avec Donnarumma, mais à côté de ça, j'ai pas eu le sentiment d'urgence du côté de la défense parisienne. Ce qui renvoie au quoi ? Ce qui renvoie à l'incapacité qu'a eu l'Olympique de Marseille à justement se procurer des occasions franches et nettes, parce que les arrêts de Donnarumma, c'est pas non plus des arrêts qui sont extraordinaires, c'est beaucoup de frappes qui sont sur lui. Il y en a une d'Aminarit qui est quand même extraordinaire. Ouais, sur celle d'Harit. Ouais, celle d'Harit, mais celle d'Harit, elle arrive très très vite en fait. Mohamed, comment t'expliques cette deuxième mi-temps après justement ce premier acte encourageant? Est-ce que c'est
l'attitude, l'envie? Est-ce que c'est... Il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle deuxième mi-temps alors que tous les ingrédients, franchement, étaient là? Moi, il y a un syndrome à l'Olympique de Marseille de l'infériorité numérique. On n'arrive pas à gérer ce genre de situation-là dans les matchs. Moi, je vois ça que par une chose, c'est qu'il y a un manque de travail tout simplement la semaine sur des situations comme celle-ci. Je peux pas expliquer ça autrement parce que quand ça arrive une fois à la rigueur. Tu trouves que ça manque d'automatisme dans les derniers Mais non, mètres? mais on a l'impression qu'en fait, à partir du moment où il y a une infériorité numérique de la part de l'Olympique de Marseille en leur faveur, il y a tout de suite une sorte de pression qui s'installe, une sorte de peur, de crainte, et on arrête complètement de jouer. À chaque fois que l'Olympique de Marseille a été en supériorité numérique par rapport à ça s'est passé toujours de la même manière. On a arrêté de jouer. Il y a eu un manque de prise d'initiative énorme qui a été orchestré de la part de l'équipe aussi. Et ça, c'est pas, je veux dire, à part le manque de travail par rapport à ces situations-là qui ont été faites à l'entraînement la semaine, je vois pas comment c'est possible. Parce qu'on a quand même eu des situations quand même en infériorité numérique de la part du Paris Saint-Germain où ils se sont retrouvés en supériorité numérique sur des transitions. C'est quand même incroyable. Des 4 contre 3 sur les buts, t'as quand même des situations où ils sont en 3 contre 2, 4 contre 3 sur des situations offensives. C'est inexplicable. Et si t'as pas la seule manière d'expliquer ça, si c'est pas le manque de travail sur cette situation-là à l'entraînement, je vois pas ce que ça peut être. Parce que même nous, pour moi, le début de deuxième mi-temps, il est abyssal. En fait, il te renvoie des signaux qui sont très inquiétants. T'as Luis Enrique qui fait rentrer Lee Kangin à la place de Kolo Muani avec une solution en plus. Moi, j'avais eu ce match-là contre Le Havre où ils avaient été aussi à 10 contre 11 le Paris Saint-Germain. Et en fait, t'as un rapport de force qui s'inverse totalement. Où en fait, t'as l'Olympique de Marseille qui se dit si on va pas gagner ce match-là maintenant, on va être en grande difficulté et l'image qui va rester de nous va être très très différente de celle qu'on avait en début de match à 11 contre 11. Donc en fait, ils ont beaucoup plus de choses à perdre qu'ils en avaient au début de la rencontre à 11 contre 11 où là ils ont joué leur va-tout. Et de l'autre côté, le Paris Saint-Germain s'est engouffré dans cette brèche et le Paris Saint-Germain a repris la maîtrise du ballon et a repris confiance et s'est mis dans un mode PSG. Et avec un Hakimi qui prenait les couloirs, avec un Ousmane Dembélé qu'on voyait un peu plus, avec un Vitinha qui a pris une importance dingue. Et en fait, l'Olympique de Marseille à aucun moment a eu une réaction. Ils ont eu une réaction à 1-0, mais une réaction un petit peu hurrah football. Allez les gars, là à 1-0, on se fout la honte quand même devant tout le monde. Faut qu'on y aille, faut qu'on remette de la présence. Et il y a notamment ce but refusé qui vient un petit peu dans ce sens-là. Mais sinon, il n'y avait rien de travaillé, rien de préparé. Et ça, c'est quand même problématique. Et tu sors du match et tu te dis, mais si l'Olympique de Marseille gagne pas, avec Mbappé qui sort à la 100e, Mbappé qui fait un mauvais match, avec un Dembélé qui est dans une expérimentation de jeu de la part du coach, avec une équipe à 11 contre 10, mais tu gagnes quand en fait contre le Paris Saint-Germain? Parce que là où je fais un petit pas de côté par rapport à Elton, moi, je trouve que le PSG a été en difficulté dans sa surface de réparation. Danilo, le Lucas Hernandez, Skriniar quand il est rentré, on a senti un peu le truc un peu vaciller. Mais que l'Olympique de Marseille mette 20 tirs, 10 tirs cadrés et n'arrive pas à marquer, mais c'est une faute professionnelle hier. C'est pas possible. Et surtout avec une gentillesse, un manque de fiabilité dans le dernier geste qui est trop récurrent sur cette année. Et après, il faudra parler aussi des joueurs, parce que c'est quand même problématique. Et puis, il y a eu un avant-après sortie d'Mbemba. Parce qu'il y a les entrants qui ont fait des entrées. Une séquence où le PSG démarre bien la seconde période, Marseille ne démarre pas bien, t'as la blessure de Bemba, et dans la foulée, sur le premier ballon de Gigot, t'as l'action du premier but. Après, t'as un aspect qui est non négligeable dans ces situations-là, c'est l'aspect psychologique. Comme il a dit Walid, c'est que à ce moment-là, tu sais que tu es en supériorité numérique et tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que tu as une pression énorme. Et même, je prends mon exemple, moi qui suis éducateur, même en 19 ans nationaux, on les travaille ces situations-là où on est en infériorité numérique à un moment donné, où on doit mettre la pression à des joueurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par plein de moyens. Et parce qu'en fait, on n'est jamais à l'abri de ce genre de situation-là en match. C'est pas possible qu'en fait l'Olympique de Marseille se retrouve, pas souvent, je ne vais pas dire souvent, mais quelques fois en tout cas, en supériorité numérique, surtout au Vélodrome.
et qu'ils arrivent. Contre Monaco, c'est la même chose. Voilà. Contre Monaco, il y a un partout. Mais c'est contre Metz aussi, je crois. Ouais, il y a un ballon perdu par Aubameyang. Et derrière. Et t'arrives plus à avoir le même impact. C'est pas normal que t'aies eu un impact quand même qui était plutôt intéressant à 11 contre 11 et que t'arrives à 11 contre 10 et que t'arrives plus rien à faire. C'est pas Alors, normal. pour mettre des mots sur les mots, parce que je vais reprendre ce que vous avez soulevé, Mohamed et Walid, pas travailler, pas préparer. Ce manque de travail, il est imputé du coup à Jean-Louis Gasset? Je sais pas si c'est à Jean-Louis Gasset, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que c'est factuel. Tu rates ton rendez-vous. Et tu rates pas que ton rendez-vous. En fait, parce que c'est compliqué. Il faut désarticuler la rencontre en plusieurs moments. Mais la réalité, la finalité, c'est qu'un match, c'est 90 minutes et que pendant 45 minutes, tu as rattrapé un rendez-vous que tu es en train de rater du plus au moins, en fait. C'est-à-dire que tu as bien commencé et plus les minutes sont écoulées, plus, en fait, tu devais rattraper un match qui est en train de t'échapper et qui ne doit pas t'échapper. Moi, je suis désolé, c'est pas possible que l'Olympique de Marseille perde cette rencontre-là. Si c'est au début de la rencontre à 11 contre 11 face à ce PSG-là, je te dis ok, mais par rapport aux circonstances qu'il y a eu, si demain tu me dis Mbappé, il a mis doublé, il a pris le ballon, il a fait des différences, il est plus fort que les autres, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, ok, très bien. Si tu tombes sur un PSG qui est incroyable, ok, très bien. Sauf que là, du côté du PSG, qui sont les meilleurs joueurs? Vitinha, Donnarumma. Tes offensifs n'ont pas existé. Colomoni est sorti à la mi-temps, Mbappé est sorti à la 60e, Dembélé a fait des trucs intéressants, mais par intermittence, par fulgurance, mais a manqué cruellement de lucidité dans la finition. Non, c'est pas une performance comme l'année dernière, le PSG qui est arrivé 3-0, grand Messi, grand Mbappé. Les mecs, ils ont voulu mettre les barres sur les points sur les i. C'est pas ce qui s'est passé. Et en plus, tu as eu ta chance pendant la rencontre. Ah oui, il y a eu des occasions, ça c'est clair. Elton, je vais revenir sur l'aspect travail et aspect psychologique également, parce que Jean-Louis Gasset avait commencé avec 5 victoires. On disait il a fédéré autour d'un projet, le groupe est avec lui, etc. Depuis, c'est un coutumier du fait. Il y a la défaite à Villarreal 3-1. Il y a la défaite, voilà, ça s'affiche, à Rennes 2-0. Et il y a cette défaite. Et on peut tirer, en tout cas, de Villarreal et du Paris Saint-Germain, un aspect psychologique. Parce que quand tu arrives à Villarreal, alors tu n'es pas en supériorité numérique, mais tu arrives avec quelque chose de similaire, c'est que tu as 4-0. Tu es en avantage de 4-0. Et en fait, on a l'impression que l'Olympique de Marseille, quand il est en période de domination, ou qu'il a un avantage, il est quasiment obligé de le perdre. Et j'ai l'impression, en écoutant Mohamed et en écoutant Walid, et on va le voir par la suite, mais quand on connaît un petit peu les différents parcours et les expériences, notamment récentes de Jean-Louis Gasset, que ça peut lui être imputé. Pour moi, c'est tout l'enjeu du côté de Jean-Louis Gasset, parce que Jean-Louis Gasset est arrivé, il était dans une période d'euphorie, à savoir qu'il est arrivé par sa capacité à tout de suite impacter l'Olympique de Marseille avec des résultats positifs. Là arrive une défaite face à Villarreal, arrive une autre défaite face à Rennes qui est beaucoup plus problématique, parce qu'il était question de quoi? Il était question de remonter au classement. Et aujourd'hui, tu as cette défaite face au PSG qui tombe sur un week-end où tu as Lille, Brest et Monaco qui ont gagné. C'est-à-dire que là, tu vas attaquer le match de la semaine prochaine face à Lille avec la possibilité, qui est grande, parce que Lille a un très bon bilan à domicile, la possibilité d'être à 10 points de Lille. Donc c'est là où on va être très attentif par rapport à ce que va faire Jean-Luc Gasset sur cette capacité justement à briser cette série négative, qui peut, aujourd'hui on peut le dire très clairement mon cher Sam, enterrer ta saison. En ce qui concerne la Ligue 1, tout du moins, parce que là, si tu as 10 points de Lille, tu n'auras plus de perspective par rapport à une qualification, même pour le barrage de Ligue des Champions, parce que la 3e place, ça me paraît compromis, 10 points à cette période de la saison, ça me paraît quand même très rédhibitoire, mais là, entre 4 et 10 points, il y a quand même un delta qui est très important. Donc c'est pour ça que Jean-Louis Gasset, aujourd'hui, on est sur une semaine charnière. Bien avant de penser à Benfica, aujourd'hui, la priorité, c'est de penser à Lille pour aller prendre les 3 points. Même un point, ça ne suffira pas. Tu le disais, Mohamed, c'est à imputer à Jean-Louis Gasset dans le sens où c'est ce fameux effet Gasset qui s'estompe, selon toi? Il y a un effet Gasset qui s'estompe, ça c'est sûr, parce que aujourd'hui c'est l'entraîneur, mais enfin, il fallait pas être né de la dernière pluie pour savoir que c'était pas Jean-Louis Gasset, Jean-Louis Gasset qui allait retourner toute la situation sur cette fin de championnat-là. On le savait très bien. Le mec qui sort d'une situation très délicate à la CAN. Délicate, mais finalement il y a des similitudes dans le sens où avec la Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait une période très positive. Oui, mais et puis finalement, celui qui croyait que Gasset après ces 5 matchs. Où il a réussi à gagner dans ses débuts, celui qui croyait qu'il allait inverser la tendance sur toute la fin de saison, je suis désolé, mais il est un peu dupe, quoi.
On s'attendait pas à ce que Jean-Louis Gasset allait faire performer cette équipe-là sur la durée, sur toute la fin de saison. Moi, je pense que déjà, il y a eu deux choses. C'est qu'il a bénéficié d'un calendrier au début quand même très avantageux. Deuxièmement, que là, sur les 3 derniers matchs, c'est des adversaires plutôt costauds, dont Villarreal chez eux, qui est jamais facile à battre. Et qu'en plus de ça, sur la durée, on sait très bien que Jean-Luc Gasset, sur ses précédentes expériences, il y a toujours eu des débuts tonitruants, et qu'au fur et à mesure du temps, le discours, il s'estompe. Et de toute façon, Jean-Luc Gasset, on va pas lui en vouloir. Le mec, il est là, il vient pour rendre service. Je sais même pas si lui, il s'attendait à être dans une situation comme celle-ci à l'Olympique de Marseille après une telle débâcle avec la Côte d'Ivoire. Donc moi, j'en veux pas tellement à Jean-Luc Gasset. Sincèrement, j'en veux pas tellement à Jean-Luc Gasset parce que c'est un tout. C'est un tout. C'est pas d'en vouloir à Jean-Louis Gasset, mais est-ce que non, parce que tu m'as dit, est-ce que c'est de la responsabilité de Jean-Louis Gasset? Bien sûr que c'est lui l'entraîneur. Bien sûr que c'est sa responsabilité. Il a une partie de sa responsabilité. Mais je veux dire, c'est pas. Quand je dis je lui en veux pas, c'est que c'est pas lui le fautif numéro 1, quoi. C'est pas lui. Si on veut parler de la situation aujourd'hui, c'est pas lui dont je veux parler. Ça, c'est sûr. Non, mais par rapport à l'effet Gasset, il y a eu un effet Gasset, parce qu'il faut le dire, on va pas réécrire l'histoire. Même si les matchs n'étaient pas grandioses, enfin, les adversaires, c'était pas. Montpellier, non, mais les matchs n'étaient pas. Shakhtar, Montpellier, Clermont, Villarreal, Nantes. Mais le Shakhtar, je pense qu'il fallait se qualifier contre le Shakhtar, et c'était pas évident. Le match contre Montpellier, ça reste un match contre une équipe qui est mal classée cette saison, mais il fallait en mettre 4 contre Montpellier. Contre Clermont, j'ai vu Clermont, là encore une fois ce week-end, oui, c'est une équipe qui est en difficulté, mais qui avait fait 0-0 contre Nice notamment. Donc on va pas lui enlever ça. Maintenant, il a apporté quelque chose dans les têtes. On l'a dit, une fraîcheur, des choses simples, par rapport à Gattuso qui était beaucoup plus à cheval sur certaines choses, ça a libéré certains joueurs. Mais après, il faut une phase 2 en fait. Et on l'a toujours dit, c'est bien ce qu'il a fait dans la phase 1, mais il va y avoir des gros matchs. Et les gros matchs, que ce soit pour les joueurs, parce que c'est surtout les joueurs, moi qui m'importe, comment ils vont réagir ? Comment en fait, oui ok d'accord, il y a les nouvelles trousses là, c'est un peu comme quand tu rentres à l'école, il y a le nouveau cahier de texte, carnet de texte, la nouvelle gomme, etc. T'es là, t'as ton nouveau cartable, ta nouvelle paire de Nike, très bien. Mais on va voir dans le 2e mois comment ça va se passer. Et quand tu regardes, ils ont déjà frisé la correctionnelle et une honte intersidérale contre Villarreal, où si ça fait, parce qu'il y a des occasions de 4-0. Hein. Exactement. Parce que si ça fait 4-0 et tu te fais éliminer, tu rejoins le Paris Saint-Germain pour l'histoire. Et le match, il est cataclysmique dans sa gestion. Derrière, tu vas à Rennes, tu perds contre Rennes, où il n'y a pas une énorme différence entre toi et Rennes, mais Rennes, techniquement, et en termes d'efficacité, a été meilleur que toi. Même dans le contenu du jeu, Walid. Non, moi j'ai trouvé que c'était largement au-dessus de l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'il n'y a pas un mot, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à faire la différence ou à être impactant dans ce match-là. On nous avait dit quoi, Sam ? Fatigue. Il y a les blessures. Ils sont fatigués. Il y a les blessures. Voilà, je vais y venir. Ils sont fatigués contre Rennes, ils tirent la langue, ils ont fait un gros run. Et les mecs, si vous avez fait un gros run, en fait, c'est le run que tout le monde doit faire à ce moment-là, en fait. Encore plus quand t'es décroché à la base. En fait, c'est que toutes les équipes, c'est mars-avril, en fait, à un moment donné. Ton effectif a été construit pour mars-avril. T'es fatigué, toi, quand tu vas à Rennes et tout le monde a accepté et a acquiescé en disant ils sont fatigués. Derrière, les mecs, ils vont tous en sélection internationale. Ils se pètent. Tous. Ils reviennent. Ils sont blessés. Et là, contre le Paris Saint-Germain, on a essayé, on a tenté. Quentin Merlin qui dit on a regardé dans les yeux le Paris Saint-Germain. Et en fait, tu te rends compte que tu vas jouer contre Lille, tu vas jouer contre Benfica, t'as joué contre Rennes, t'as joué contre Villarreal, t'as joué contre le PSG, t'as été rattrapé par ton niveau. On voit là, il y a un gros mois d'avril qui arrive pour les. T'as été rattrapé par ton niveau. Et en fait, c'est bien ce qu'a fait Gasset dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, en fait, contre les gros, on a dit on va attendre. Et on voit quoi ? Très peu de fiabilité des joueurs. Parce qu'il faut parler à un moment donné des joueurs. Entre eux, les blessures. Les blessures, ça fait partie encore une fois. Il y a quand même 2 blessures majeures sur Jonathan Klaus et Bamoury. Non, mais il n'y a pas que de la malchance à un moment donné. Quand c'est dans toute la saison de l'Olympique de Marseille, un coup c'est Kondogbia, Rongier, un coup c'est Verretou, un coup c'est blessure de fatigue, un coup c'est blessure de fatigue, un coup c'est Klaus, un coup c'est un tel, un coup c'est un tel. Les mecs, t'as jamais ton 11 type à chaque fois. Un coup c'est Gigot. Entre eux, la fiabilité des mecs dans les gros rendez-vous. Hormis, il y a l'Europa League. Mais parlons de la Ligue 1, parce que la Ligue 1, malheureusement, c'était quand même l'objectif initial. Quand tu vois hier le match de NDI, qui est ton créateur, qui est ton numéro 10,
Mais t'es rattrapé par le niveau, mon copain. Quand sur chaque prise de balle, t'arrives pas à faire la différence face à Vitinha. Qu'est-ce qu'on doit dire? Quand on voit l'inefficacité d'un Harit dans le dernier tiers du terrain, c'est quand tu vois l'entrée de Gigot, Dounaï. quand tu vois l'entrée d'Ounaï, quand tu vois encore une fois le match de Kondogbia qui prend 450K par mois et qui est rattrapé physiquement par Vitinha. Vitinha, j'aime beaucoup, il fait un super match, mais c'est pas De Bruyne. c'est pas Moussiala. Non mais c'est pas Moussiala dans l'explosivité. Tu peux pas Kondogbia sur un contrôle être en grande difficulté. Donc tous ces joueurs-là, qui sont soit pas là, Klaus, etc., qui sont soit pas là, ou que quand ils sont là, et ben encore une fois, t'es rattrapé par le niveau. Contre Rennes, contre le PSG, contre Villarreal, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Et moi, je vois un manque de fiabilité aussi des joueurs qui sur cette saison de l'Olympique de Marseille, qui est assez flagrant. Et sur quoi va pouvoir s'appuyer l'Olympique de Marseille pour essayer potentiellement de relever la barre? On voyait, je sais pas si ça va se rafficher, une série de matchs quand même très importants et difficiles qui arrivent, à commencer par un déplacement à Lille, un déplacement à Benfica, Toulouse, Nice, Lens. Il y a la 5e place pour moi. T'as Nice-Lens, tu bats Nice-Lens à la Même maison. l'Europa League ne serait pas un moindre mal. T'as la 5e place. Alors que actuellement, l'Olympique de Marseille. Mais là, faudrait un miracle actuellement, pour le même- l'Olympique de Marseille est à 3 points de la Conference League. Non, mais là, faudrait un miracle pour que l'Olympique de Marseille redresse la barre, parce que là, je vois même Mais pas. quand on dit comment c'est redresser la possible. barre, c'est quoi? Quel doit être l'objectif nous, en tant qu'observateurs et analystes, quel doit, selon nous, être l'objectif de l'Olympique de Marseille? Parce que forcément, dans le club, un entraîneur va dire que l'Olympique de Marseille va viser de remonter tous ses points et d'aller chercher la place de barragiste. Mais objectivement, que peut demander l'Olympique de Marseille? Que peut viser l'Olympique de Marseille, Elton? Ce que peut viser l'Olympique de Marseille, c'est remonter au classement parce que tu as interdiction pour moi d'être décroché, de se dire qu'il y aura juste Benfica. Donc par rapport à ça, sur l'aspect comptable, c'est handicapant, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est pas rédhibitoire. Et donc ça commence par quoi? Ça commence par s'imposer à Lille pour revenir à 4 points. Et ensuite, tu es tributaire des résultats sur les autres terrains. Donc pour moi, l'Olympique de Marseille, déjà, ce serait quoi? Ce serait la première fois depuis 2018-2019 que tu serais même pas dans le top 5. Ça ferait quand même désordre quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, quand tu avais quand même des objectifs très élevés. Surtout que début de saison, tu te qualifiais, tu jouais des barrages pour jouer la Ligue des C'est pour ça, Champions et t'étais en barrage très favorable. on a l'impression que la saison olympienne a connu énormément de chapitres dans le livre, alors que on n'est jamais rien que sur une saison. Faut pas oublier que ton premier match officiel est en Ligue des Champions et terminé avec l'idée que l'Olympique de Marseille ne serait pas européen. Pour moi, c'est inenvisageable. Et même cette idée, ce spectre de la Ligue Europa qui sera un moindre mal, moi je ne l'accepterai pas. C'est pas un moindre Mais ça mal. serait mérité. Non, mais à un moment Non, mais donné, là, actuellement, là, si l'Olympique de Marseille, là, à l'heure où on parle, ils sont 7e avec 39 Non, points. mais à moindre- Nice à 43 points est en Ligue Europa. Là, aujourd'hui, si on se dit que l'Olympique de Marseille finit avec l'Europa League, c'est bien. Non, mais à moindre mal dans la mesure où en À l'heure gros, actuelle. Sinon, ça serait un échec. Non, à l'heure actuelle, pas en août. Ouais, Là, ça, c'est aujourd'hui. Dans la Non, saison. non, mais les gars, quand tu peux pas faire autre chose. Ah ouais, non, mais bien sûr. Non, mais bien évidemment. Attention. Bien évidemment. Après, ça ne voudra pas dire que la saison de l'OM elle est réussie, loin de là. bien sûr. On fera les bilans, mais à un Mais t'es moment donné, obligé C'est là où- décrocher au moins ça. C'est là où je voulais revenir parce que, en fait, ce qui s'est passé hier soir s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a vu cette saison. Et en fait, penser que la Ligue Europa serait à moindre mal, ce serait atténuer ce qui s'est passé cette saison. Moi, je dis, faisons très attention à ça parce que la Ligue Europa serait la conséquence de tout ce que tu as fait cette saison où tu as passé la grande majorité de ton championnat à faire la course contre la montre pour essayer de remonter oui, mais au moi, classement. si je suis supporter de l'OM aujourd'hui ou observateur, je chine tous les jours pour une demi-finale d'Europa League et une 5e place. Oui, par dépit. Bah oui, mais par dépit. Mais à un moment donné, t'as par une dépit. saison. Ouais, mais par t'as une dépit. saison, tu dois. Ouais, mais par- Il a dit comme l'a dit Elton, la saison elle est pleine de chapitres. Oui, là on est non, mais actuellement là, dans faut le attendre. chapitre qui a Déjà- commencé avec Jean-Louis Gasset. Ouais, mais en gros, tu as le sentiment, pour vous donner une image, c'est que tu dois ramener le bateau à tout prix sur le vieux port. C'est ça pour moi l'idée. Alors que moi, j'aurais aimé que le Et le bateau. vieux Vieux-Port, c'est la Ligue des Champions. Non, le vieux port, c'est la Ligue Europa. Mais même une Enfin, 4e, t'es pas satisfait. Non, mais Une dans- 4e place, t'es pas satisfait normalement par rapport à ce qu'on avait prévu. Voilà, Donc, dans le sens où, en gros, ramener le bateau à tout prix sur le vieux port, ça veut dire c'est tant qu'on est là, on est là. Peu importe ce qui se sera passé, s'il y a des bateaux qui seront arrivés bien avant nous. De mais toute surtout- façon, le match contre Lille la semaine prochaine, ça va être le tout ou rien de cette saison. Ah, c'est un match- Ça va être le match balle soit de match. catastrophe, soit de Mais c'est déjà l'espoir. fi- mais c'est déjà Parce fini, que les gars. si là tu prends. Mais non, si tu gagnes à Lille, tu reviens à 4 points. oui, d'accord. Non, mais Tu quel point- mais les on vois va dire gagner à qu'il y a Lille. quand même- Tu les vois gagner à Lille. Non, je les vois pas gagner à Lille. Ils vont devoir mais gagner. Ils ont dans pas le d'autres foot, tout est possible, on sait pas. On sait pas. C'est la 17e équipe à l'extérieur. En Ligue 1. Et en plus, À un Lille, c'est la moment première donné, équipe à domicile. Ah, Non, mais c'est pour ça que je vois pas du tout l'Olympique de Marseille gagner la semaine prochaine, mais je suis pas non plus devant.
Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas, peut-être l'Olympique de Marseille va réussir un braquage, Lille va prendre 3 cartons rouges, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir un scénario catastrophe. Moi je te dis juste que la semaine prochaine, ça va être le match soit de l'espoir, soit de l'échec cuisant de cette saison-là, et il va falloir se rabattre sur la Ligue Europa, puis c'est tout. Et là, pour espérer sauver les mêmes. On parle d'un point de vue positif en regardant de l'avant, mais là, l'Olympique de Marseille a le même nombre de points que Reims qui est 9e. Non mais il faut se rendre compte qu'au 1er avril 2024, l'Olympique de Marseille a moins de 40 points. L'Olympique de Marseille a moins de 40 points. Si ça vous fait pas peur, moi ça me fait peur parce que penser que l'Olympique de Marseille qui devait jouer les places de Ligue des Champions est à moins de 40 points au mois d'avril, pour moi c'est quelque chose insuffisant, qui est plus qu'alarmant, c'est insuffisant. Si tu perds Rennes, PSG, Lille à un moment donné, mais t'es à ta place mon pote. C'est-à-dire que si, quand tu vois les 3 matchs là, si tu n'existes pas sur ces matchs-là. 0 but, parce que là sur Rennes PSG, t'es à 4-0. Putain, mais Rennes PSG Lille, si tu fais 0 points sur 9, t'es à ta place. Et puis pris pour que Nice et Lens s'écroulent et que derrière tu les joues 2 fois à la maison et tu vas les taper, tu seras 5e, t'essaieras de prendre un autre coach et la saison elle aura été cataclysmique. Et si t'as des émotions en Europa League, en faisant demi-finale, en donnant des émotions à tes supporters dans une saison aussi dramatique en Ligue 1, déjà, sincèrement, par rapport à la saison qu'ils sont en train de vivre, si t'as des émotions, t'as battu Villarreal, Shakhtar Donetsk et Benfica, déjà prends ce qu'ils t'ont donné, parce qu'avec les joueurs que t'as là actuellement et les performances, je te le dis, moi je signe tout de suite la 5e place, je la signe. Parce que j'étais pas sûr de l'avoir du tout. J'en connais pas beaucoup qui ne signeraient pas pour une 5e place aujourd'hui. À l'instant T, tu l'as pas. T'es obligé. Ah oui, voilà, donc. C'est désolant. En parlant de ce match, le match le plus important qui arrive, le match qui va peut-être tout changer, tu le disais Mohamed, moi je suis impatient. Lille-Marseille, il arrive très très prochainement. On va en parler dans l'instant Winamax tout de suite. Avant ça, les socios, je vous rappelle évidemment qu'il faut jouer avec parcimonie, faire attention, il ne faut pas que cette pratique prenne trop de place dans votre vie. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à appeler les services qui s'affichent juste en dessous. Lille-Marseille, Pierre Mauroy, tu as donné le contexte à l'heure Mohamed, on parle de la meilleure équipe à domicile, Lille, et de la 17e, 16e équipe 16e plus mauvaise équipe avec à l'extérieur, l'Olympique de Marseille. Et pourtant, la seule victoire, c'est Clermont à l'extérieur pour l'OM. Je crois que oui, c'est Clermont. Je crois que c'est Clermont, la seule. Et pourtant, l'Olympique de Marseille doit impérativement gagner ce match. Ton pronostic sur ce match, Mohamed? Malheureusement, pour être objectif, je vais quand même dire la victoire de Lille. Une victoire de Lille qui est à 2,15 quand même. À 2,15, je la trouve énorme là. Il y a Lorient. Lorient, ouais. D'un point de vue. Avec un Vitinha qui avait été. Non, mais d'un point de vue dynamique, d'un point de vue statistique, d'un point de vue. J'ai envie de te dire, d'un point de vue parieur. 2,15. Voilà, 2,15. D'un point de vue aussi du coach aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de certitude sur des matchs comme celui-ci chez Fonseca. Il y a tellement de choses à dire que pour moi ça me paraît invraisemblable que Lille fasse une contre-performance à domicile. Elton, tu rejoins Mohamed? Oui, par rapport à ma cote, parce que Lille doit être aussi en pleine bourre à partir du moment où Lille est 4e du championnat. C'est-à-dire que, ok, tu serais barragiste. 1-0, 2-0, 3-0, c'est-à-dire tu serais barragiste. En gros, le score du match, ça sera soit 1-0, soit 2-0, soit 3-0 pour Lille. Donc tu vois même pas Marseille marquer quoi. Non, moi, alors c'est pour ça que moi je vais aller sur cette cote-là, je vais aller sur Lille multichance parce que je m'offre plusieurs possibilités. Lille, on l'a vu, bon, même s'ils ont pris un but contre Lens, on sait qu'avec la possession défensive, ils sont capables de frustrer l'adversaire et de laisser très peu de spots. Faut pas oublier qu'au match aller, bon, Lille n'avait pas gagné, mais il y avait eu 0-0. Et moi, j'ai dans l'idée que Lille va remporter ce match et qu'en gros, les insuffisances offensives de l'Olympique de Marseille, parce qu'on l'a pas dit sur cette émission, mais dès lors qu'Aubameyang n'est pas dans le ton offensivement, et ben c'est très compliqué de voir une deuxième personne arriver et d'être l'alternative pour marquer des buts. Et moi, je me dis que Lille va gagner et qu'en plus, ils vont pas encaisser de buts. Walid, toi non plus, tu ne vois pas de miracle à Pierre Mauroy? On joue en match nul quand même. Okay. Moi, je vois un match nul parce que je me dis que Lille est capable, même en étant supérieur, de ne pas gagner la rencontre. On l'a bien vu, même contre Lens, où ils ont été supérieurs. Ils se sont fait un peu peur sur la fin. Contre Brest, je les avais trouvés aussi supérieurs. Ils se sont fait peur sur la fin. Contre Rennes, ils étaient supérieurs. Ils perdaient 2-0. Ça fait 2 partout. Donc, je me dis que l'Olympique de Marseille peut-être aller chercher un nul, mais je ne les vois pas gagner là-bas. Et je pense que le match nul pour Lille est un bon résultat. 3-30. C'est pas un mauvais résultat parce que il laisserait la place pour la suite. Il laisserait la place et je crois qu'ils ont dans leur calendrier derrière, ils ont que Monaco, ils vont à Monaco. Après derrière, c'est des matchs assez simples.
Marseille-Lille, c'est dans 5 jours. Lille-Marseille, plus précisément au stade Pierre-Mauroy. On va suivre cette actualité, cette rencontre de très très près, les socios. Évidemment. Merci beaucoup Walid, merci Anton, merci Mohamed d'avoir été présent pour ce temps additionnel. Merci également à ceux qui nous écoutent en podcast, ainsi qu'à Fares, Yanis et Enrique qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Et on se dit à très vite pour un nouveau temps additionnel, les socios. Ciao les gars.